Bonjour, bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de l'auditorium à Paris Match. J-11 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et évidemment, il y a ce grand suspense, ce match à 4 qui se dessine sondage après sondage, puisque depuis le début de cette campagne où il y avait 5 candidats potentiellement qui pouvaient figurer au second tour, on a perdu Benoît Hamon qui n'a cessé de baisser dans les sondages. Et puis à la surprise générale, Jean-Luc Mélenchon s'invite dans la ligne droite de cette présidentielle, aux côtés de Marine Le Pen, Emmanuel Macron, qui font toujours la course en tête, comme on le voit chaque soir à 18h dans notre rolling sondage quotidien réalisé par IFOP Fiducial pour Match, et bien sûr François Fillon qui reste à distance troisième. Donc les sondages n'ont pas su prédire l'élection de Donald Trump ni le vote sur le Brexit. Quelle valeur ont-ils aujourd'hui ? Alors évidemment, il y a des précédents fâcheux pour les sondeurs et même de grosses claques, hein, ils en ont pris quelques-unes. Alors il faut dire que c'est à l'étranger que les plus grosses surprises ont eu lieu ces derniers mois. Évidemment, on pense à Donald Trump aux États-Unis, qui était donné battu 48 heures avant l'élection. Hillary Clinton était consacrée vainqueur dans la plupart des médias sur la base des sondages et elle a été défaite assez sèchement, même si elle n'a pas été battue en voix, mais battue par le système des grands électeurs américains. Quelques mois plus tôt, il y a presque un an, un peu plus d'un an jour pour jour, c'était de l'autre côté de la Manche, avec le fameux Brexit. Alors là, les sondeurs étaient plus divisés. Certains, peu nombreux, il est vrai, avaient prédit la victoire du Brexit, mais la plupart des instituts de sondage anglo-saxons prédisaient plutôt le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Et puis, patatras, le Brexit l'a emporté. Derrière, le Premier ministre David Cameron a dû reconnaître sa défaite et démissionner. Theresa May s'est installée. Un an plus tard, la Grande-Bretagne vient de signer le divorce avec Bruxelles. Mais si on remonte plus loin, les Français ont également commis de lourdes erreurs. On pense évidemment au 21 avril 2002 et Jean-Marie Le Pen qui surgit au dernier moment et double sur le fil Lionel Jospin qui reste pour 181 000 voix troisième et éliminé du premier tour de l'élection présidentielle de 2002 alors qu'il était Premier ministre. On a appelé ça le coup de tonnerre du 21 avril. C'est resté dans les mémoires. Et 15 ans plus tard, Marine Le Pen est en bonne place pour figurer première ou deuxième. En tous les cas, c'est elle qui a ce qu'on appelle, mais on y reviendra sans doute, sur la sûreté de choix la plus importante des électeurs frontistes. Parle-t-on assez des marges d'erreur ou des intervalles de confiance ? Alors c'est vrai que c'est systématiquement spécifié dans les rapports. Alors c'est tout petit généralement, c'est une ligne à la fin d'un papier de sondeur. On vous renvoie au rapport de l'enquête en question où il est indiqué la marge d'erreur et en l'occurrence pour celle les enquêtes publiées par parimatch.com, la marge d'erreur aujourd'hui oscille entre 1,8 et 2,1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, Emmanuel Macron, qui est à 23% dans le rolling d'hier soir, eh bien, vous êtes dans une fourchette qui peut être plus 1,8 points, donc potentiellement presque 25, mais inversement, sur le bas de la fourchette, il peut être à 21 points, ce qui évidemment change un peu la lecture du sondage. C'est assez important, il faut avoir ça en tête quand on lit un sondage et qu'on veut être précis. Souvent, on a une impression comme ça que les sondages se trompent. Or, les sondages, ils mesurent à l'instant T, c'est-à-dire hier, en l'occurrence, je vous parle d'un sondage qui date du 11 avril, et le sondage du 11 avril ne sera évidemment pas celui du 23. Si on veut être précis, il faut ajouter cette marge d'erreur en plus ou en moins pour avoir une idée du rapport de force. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'aujourd'hui, par exemple, entre le deuxième et le troisième, on est limite dans la marge d'erreur, ce qui veut dire que le troisième pourrait potentiellement presque être deuxième et le deuxième presque troisième, ce qui rend évidemment encore plus aléatoire l'issue de ce premier tour de la présidentielle. C'est sans doute la première fois qu'on n'a pas seulement 3 candidats potentiellement qualifiés au second tour, mais 4 si on y ajoute Jean-Luc Mélenchon, où là on n'est plus tout à fait dans la marge d'erreur, mais on s'en rapproche sérieusement. Qui bénéficie du vote utile aujourd'hui ? Alors aujourd'hui,
Le vote utile a beaucoup changé pendant cette élection. On peut dire que Emmanuel Macron a longtemps bénéficié du vote utile à gauche. Au fond, Emmanuel Macron, ancien ministre de François Hollande, a bénéficié du fait que Benoît Hamon, frondeur, qui, après avoir été ministre de François Hollande, a dénoncé sa politique économique, a pâti de ce vote utile. Une partie des socialistes, voyant que Benoît Hamon n'avait aucune chance d'accéder au second tour, se sont reportés dans les sondages sur Emmanuel Macron, faisant ainsi progresser Emmanuel Macron dans les sondages. Le vote utile a aussi quelque part pâti à François Fillon. Pourquoi? Parce que François Fillon, une partie du centre droit, s'est détournée vers Emmanuel Macron. Mais le vote utile a plutôt bénéficié dans un premier temps pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est à gauche, dans cette gauche de la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon qui pâtit aujourd'hui, enfin, qui bénéficie en quelque sorte de ce vote utile. Pourquoi? Parce qu'une partie des électeurs de Benoît Hamon qui veulent une vraie gauche, comme ils disent, selon leur expression, se disent que peut-être que leur voix servira plus à Jean-Luc Mélenchon, qui semble en mesure de se disputer la qualification pour le second tour. Et aujourd'hui, ce serait un petit peu lui qui bénéficierait de ce vote utile. Jean-Luc Mélenchon propose d'interdire les sondages avant les élections dans son programme, mais il en joue bien aujourd'hui. Comment expliquer cela? Il a une expression qui est assez rigolote, qui à la fois montre son ironie et en même temps le fait qu'il s'y intéresse. Il parle de l'horoscope dans ses sondages. Il a tout un numéro qui est assez bien fait, qui lui permet de prendre de la distance, de se moquer des sondeurs et de leurs sondages. En même temps, Jean-Luc Mélenchon est comme tous les hommes politiques, ni plus ni moins, il a le nez en permanence sur les sondages et il est bien content de voir sa progression actuelle, que ce soit des sondages d'intention de vote ou des sondages de popularité. Ce mois-ci, dans le baromètre IFOP pour Paris Match, il est d'ailleurs la personnalité politique préférée des Français, c'est la première fois, il fait un bond de 22 points, ce qui le place juste devant Alain Juppé et Emmanuel Macron. Comment explique-t-on le resserrement d'un quatuor avec d'un côté la baisse de Macron et de Le Pen et de l'autre la montée de Fillon et de Mélenchon? Juste un point quand même sur la question précédente. Vouloir interdire les sondages, c'est comme vouloir interdire Internet, vouloir interdire les locomotives à vapeur, vouloir interdire tout ce qui, évidemment, ça c'est des propositions totalement démagogiques. Quand bien même la France déciderait de supprimer les sondages, il y en aurait qui seraient réalisés à l'étranger et qui seraient tout à fait consultables par Internet. Donc tout ça, c'est de la foutaise, c'est des propositions pour amuser la galerie. Pour revenir à la question sur le quatuor, comment on en est arrivé à cette situation en fait, comment on a pu arriver finalement d'une présidentielle qui en général, les campagnes présidentielles permettent presque à tous les coups, c'est la 10e campagne présidentielle, de faire émerger un duo de tête. Ce fut le cas en 65, De Gaulle, Mitterrand. La surprise générale, d'ailleurs, tout le monde pensait que le général de Gaulle serait élu au premier tour. En 69, rapidement, un duo de tête s'est dégagé, la droite en l'occurrence, un candidat de droite et un candidat centriste. En 74, ce fut, on pensait avoir un match à 3, mais rapidement, c'est devenu un duel. Finalement, des matchs à 3, il n'y en a pas eu souvent. Ça a été le cas en 95. Édouard Balladur rate la 3e place d'à peine 200 000 voix. Donc c'est serré quand même jusqu'à la fin. Et puis il y a évidemment 2002, j'en parlais tout à l'heure, où là aussi on est dans un trio de tête où jusqu'au bout, il y a à peine 2 points entre le premier et le 3e, ce qui évidemment rend l'élection totalement incertaine. Alors cette fois-ci, on connaît une nouvelle situation, une situation encore inédite dans cette campagne un peu folle, où on est passé d'un trio à un quatuor. Au début de la campagne, il y avait 3 candidats qui se dégageaient, et puis il y a encore un mois et demi, il y avait presque 14 points d'écart entre le premier et le 4e. On est passé à 9 points il y a un mois, et aujourd'hui il y a 6 points entre le premier et le 4e, la preuve que, en fait, ça s'est resserré parce que ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen n'ont réussi à faire le break, n'ont réussi à prendre suffisamment d'avance pour être sûr d'être qualifiés aujourd'hui pour le second tour. Et François Fillon, après avoir perdu beaucoup de points
a finalement réussi à mettre un garrot autour de 17-19 et on voit aujourd'hui qu'il remonte, j'allais dire, demi-point par demi-point jusqu'à la barre des 20 qu'il n'atteint pas encore. Et puis Jean-Luc Mélenchon, et là pour le coup c'est assez inédit, qui a en 2 mois, enfin un peu plus de 2 mois, il a carrément multiplié par 2 son score. Il était à 9 points début février dans les sondages, 9% début février. Il est aujourd'hui à 18,5. C'est presque du jamais vu. Ça montre qu'il y a une dynamique dans sa campagne qui lui permet de s'inviter dans cette sorte de demi-finale à 4. Existe-t-il un vote caché pour François Fillon ou pour Marine Le Pen ? Alors, on a beaucoup parlé toujours de ce vote caché. En 2012, c'était la tarte à la crème des sarkozystes qui disaient il y a un vote caché, vous verrez, Nicolas Sarkozy est sous-évalué dans les sondages. De fait, Nicolas Sarkozy a longtemps été bas dans les sondages et il rate la victoire de très peu. Donc, je ne crois pas qu'on puisse parler de vote caché, c'est une expression à mon avis inappropriée. Je dirais plutôt qu'il y a une part de l'électorat qui aujourd'hui dit vouloir s'abstenir, ce qui représente à peu près 32% des Français, et puis aussi une part de l'électorat qui se dit indécis, c'est-à-dire ces électeurs qui vont aller voter, qui disent aux sondeurs qu'ils vont aller voter, mais qui ne savent pas pour qui. Et du coup, ça crée une volatilité très importante si vous mettez 30% des électeurs qui veulent s'abstenir. C'est-à-dire, en gros, il n'y en a que 7 sur 10 qui veulent voter. Et sur ces 7 qui veulent voter, vous en avez à peu près 30% qui ne savent pas pour qui. Eh bien, vous vous retrouvez, grosso modo, avec à peu près 30 à 40% de l'électorat qui ne sait pas ce qu'il va faire le 23 avril. Je ne parlerai pas d'un vote caché, mais si on analyse ces abstentionnistes présumés et ces indécis présumés, on voit qu'en plus, à l'intérieur, la droite est surreprésentée. De l'ordre de 30 à 40% des abstentionnistes seraient de droite et de 30 à 40% des indécis seraient de droite, ce qui évidemment constitue des réserves de voix pour le candidat des Républicains. À l'inverse, est-ce qu'on peut estimer que le vote pour Emmanuel Macron est surestimé ? Alors d'abord, le vote pour Emmanuel Macron s'est plutôt effrité ces dernières semaines dans les sondages. Depuis une dizaine de jours, Emmanuel Macron a perdu, suivant les instituts, entre 3 et 5 points dans les sondages, ce qui est beaucoup. Donc c'est le signe d'une érosion, c'est le signe d'une campagne qui patine, qui petit à petit donne des signes de faiblesse. Il reste en tête ou à égalité avec Marine Le Pen, qui est une situation évidemment plus confortable que celle de François Fillon, qui lui est toujours à la peine en dessous de 20%. Mais c'est vrai qu'il y a une interrogation double sur le vote Macron dans les sondages. Les gens qui déclarent vouloir voter Macron ne sont pas sûrs de leur choix. Ce sont ceux qui sont le moins sûrs de voter pour leur candidat préféré. Pour donner un ordre d'idée, c'est de l'ordre de 65% qui se disent certains d'aller voter pour Emmanuel Macron, quand ils sont 85% à le dire pour Marine Le Pen, par exemple. Et puis, il y a le fait que Emmanuel Macron est à la tête d'un mouvement qui s'appelle En Marche, qui est totalement nouveau, qui regroupe des gens du centre, des gens de gauche, des gens qui ne militaient pas avant ou qui n'étaient pas encartés. Et du coup, pour les sondeurs, c'est une nouveauté qui est forcément plus difficile à évaluer et qui, jusqu'au bout de cette campagne, sera une sorte de point d'interrogation. Est-ce qu'on peut s'attendre à un second tour Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ? Alors, sur le papier, aujourd'hui, on y est presque. C'est-à-dire que ça fait partie, si on considère que les 4 premiers ont une chance de se qualifier pour le second tour, même si Jean-Luc Mélenchon est encore un petit peu décroché par rapport à Marine Le Pen et Emmanuel Macron, potentiellement, Jean-Luc Mélenchon dispose aussi de réserves de voix. Tout simplement, chez Benoît Hamon, il y a une sorte de phénomène de vase communicant qui fait que Jean-Luc Mélenchon, à chaque fois qu'il gagne 1 point ou 1 demi-point, il le prend quasiment directement chez Benoît Hamon. Et on peut imaginer que le candidat socialiste poursuive son calvaire et de 8,5 aujourd'hui dans les sondages, il termine la course à 7, 6 et pourquoi pas 5. Donc il dispose de réserves de voix et un second tour sur le papier, donc assez théorique,
est tout à fait possible, même si jusqu'à présent Jean-Luc Mélenchon a bénéficié du fait qu'il n'ait pas été attaqué depuis le début de la campagne, ni par François Fillon, ni surtout par Jean-Luc Mélenchon, et qu'on voit là, il y a un changement de stratégie chez les autres candidats qui commencent à regarder Jean-Luc Mélenchon comme une menace, et depuis 2 jours, il est attaqué fortement par les candidats. Il est aussi maintenant, son programme est aussi passé à la moulinette des médias. Dans les journaux, il y a beaucoup de papiers sur le programme, sur le contenu du programme de Jean-Luc Mélenchon. Idem à la télévision, et on voit bien que les 10 derniers jours vont être plus compliqués pour Jean-Luc Mélenchon. En même temps, c'est le candidat en dynamique, il est un peu au centre de cette fin de campagne. Ça peut être aussi une bonne affaire pour lui, même si ce second tour hypothétique entre Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, à mon avis, n'est quand même pas le plus probable. Quelle est la raison de la stagnation de François Fillon dans les sondages ? Alors je ne parlerai pas d'une stagnation, je parlerai d'une montée très très lente. Il était à 17 points au début de semaine dernière. Il est aujourd'hui autour de 19, donc il remonte, mais c'est une montée très lente, de l'ordre de 1,5 point tous les 2 jours. C'est évidemment insuffisant pour pouvoir raccrocher, doubler le deuxième, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. On voit que François Fillon peut compter sur un socle de droite assez solide, autour de 19-20. Sa difficulté aujourd'hui, au-delà des affaires qui se sont abattues sur sa campagne, c'est le fait qu'il a perdu probablement une partie de cet électorat de centre-droit qui semble aujourd'hui réfugié soit dans l'abstention, soit dans la décision, ou alors carrément déjà passé chez Emmanuel Macron, qui de surcroît a bénéficié, à mon avis, de l'effet Bayrou, lorsque Bayrou a rallié la candidature, renoncé à sa propre candidature et rallié celle du candidat d'En Marche. Il y a eu un effet cliquet de 4 à 5 points pour l'ancien ministre de François Hollande. Dernière question, Bruno Jeudi. Est-ce que les sondages vont faire l'élection cette année ? Ce sont les Français qui font l'élection. Le sondage, ça reste un baromètre, ça reste, on prend la température tous les jours. Ça énerve beaucoup de Français qui se disent on leur vole l'élection, mais au fond c'est toujours eux qui font l'élection. Il faut se souvenir et avoir... moi je garde toujours cette anecdote en tête parce que j'étais déjà journaliste politique en 2002 et j'ai regardé exactement comment ça s'était passé en 2002. Le samedi avant l'élection, Jean-Marie Le Pen est à 15% dans les sondages, Lionel Jospin est à peu près à 17% et Jacques Chirac est à 19%. Ça, c'est 24 heures avant la fin du vote au premier tour. Et qu'est-ce qui se passe le 21 avril ? Eh bien, Jean-Marie Le Pen passe grosso modo à 17, il fera 16,86 exactement. Et Lionel Jospin est 180 000 voix derrière. On a dit à l'époque qu'effectivement, Lionel Jospin avait été trahi par une partie des petits candidats de gauche, et notamment Christiane Taubira, qui en faisant 2 points, au final, l'avait privé de la qualification pour le second tour. Or, on a oublié qu'il y avait un candidat d'extrême droite, un autre candidat d'extrême droite qui était présent dans cette présidentielle en 1995, il s'appelle Bruno Maigret. Dans les sondages, la veille, il était autour de 4-5%, et le jour du vote, il fait 2%, et ces 2 points qui vont sur Jean-Marie Le Pen permettent à Jean-Marie Le Pen de se qualifier. Au fond, il y a eu un vote utile à l'extrême droite en 1995 qui a créé cette surprise. Il faut regarder la dynamique aussi de la dernière semaine, c'est ça qui fera la différence. Je pense que l'élection va se jouer entre le week-end de Pâques, où traditionnellement les Français se retrouvent en famille, ils vont parler, ça va être la conversation de dimanche et lundi et du lundi de Pâques, et ensuite toute la semaine ça va décanter. On sait, les études nous le montrent, que beaucoup d'électeurs aujourd'hui se déterminent le dernier jour, le dimanche matin, voire dans l'isoloir, ce qui rend évidemment cette présidentielle à suspense, et ça, c'est une première. Merci Bruno Jeudi.